s'il y a un mot avec lequel on peut résumer 2020, c'est sans doute celui de crise. Crise au niveau sociétal, social, mais aussi au niveau individuel. Aujourd'hui, je reçois Marie Robert, qui tient un compte Instagram qui s'appelle Philosophie is Sexy, mais surtout qui est professeure de philosophie et qui a également monté plusieurs écoles Montessori. Et avec elle, on va essayer de définir ce que sont ces crises, mais surtout, comment on peut faire de ces crises individuelles, collectives, des opportunités. Une discussion très souriante, comme les maris, en permanence. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Blanc, c'est parti. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va plutôt bien. En ce temps de crise. Exactement, on n'a jamais été si bien servi. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler de la crise et de la crise comme aussi un moment de chrysalide, c'est-à-dire de transformation. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période, en tant que société, de transformation totale. Et puis, du coup, ça génère plein de petites chrysalides au niveau individuel. Pour toi, la crise, comment elle arrive et qu'est-ce qu'elle implique, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors en fait, ce qui est intéressant dans le phénomène de la crise, c'est qu'on voit que d'abord, ce qui se passe, c'est que d'abord un courant s'installe, est plutôt anonyme, puis devient de plus en plus populaire, de plus en plus répandu, et puis tout d'un coup, on commence à apercevoir les premières failles. Et à ce moment-là, c'est comme si la crise, c'était des petits points de friction. On se rend compte que c'est pas tout à fait ça, qu'on a peut-être envie d'autre chose ou que le système ne fonctionne plus. Et puis peu à peu, ça gronde de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture. Et en fait, la crise, c'est le moment clé de basculement où on se dit, non pas on est déjà en train de transformer, mais on se dit, c'est plus possible. On ne peut plus fonctionner de cette façon-là, on ne peut plus faire la même chose. Et que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une société ou même à l'échelle de l'histoire de la pensée. C'est vraiment la formulation du « c'est plus ce que je veux ». Et les philosophes, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet éminemment humain, ils ont évidemment pensé la crise. C'est quoi les grands courants de pensée sur ce sujet? Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus encore que les grands courants de pensée sur le sujet, c'est que la philo fonctionne, est un système de crise. En fait, quand j'enseigne l'histoire de la philosophie, et c'est assez amusant parce qu'en France, on transmet la philo plutôt par notion et moins chronologiquement. Alors que si on le faisait chronologiquement, on se rendrait bien compte que ça ne fonctionne que comme ça, par crise. Donc, par exemple, on passe de l'Antiquité et de l'idéalisme à la scolastique du Moyen-Âge, où on va se mettre à étudier les textes, à vraiment essayer d'aller chercher et d'aller comprendre, d'être vraiment dans l'étude et dans l'interprétation. Et puis au bout d'un moment, on en a marre de la scolastique, donc on va passer à la Renaissance. Non, s'ouvrir, faire autrement, d'autres systèmes. Donc on est vraiment toujours dans cette articulation-là. En fait, c'est comme si la crise était intégrée dans la philosophie. Le fonctionnement est comme ça, toujours penser le système d'avant. Ça ne veut pas dire d'ailleurs uniquement le critiquer, ça veut dire inventer méthodologiquement autre chose. Et là, on est en train de changer de période, donc on est dans une période moderne, on est en train de passer une période postmoderne. Ouais. Voilà, encore une fois, on a déjà été plusieurs fois postmoderne. Voilà, on va bien finir par arriver quelque part. Qu'est-ce que c'est pour toi? Il y a quoi dans ce mouvement qu'on est en train de vivre? Comment tu le vis, toi, d'un point de vue, alors peut-être de philosophe, comment tu vis ce mouvement, en fait? En fait, je ne sais pas si je vais te répondre d'un point de vue de philosophe, mais plutôt d'un point de vue de prof. Et notamment en voyant tous les jours, quasiment, j'ai à la fois des élèves qui sont adolescents et j'ai à la fois des jeunes enfants. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de connexion avec le monde à venir. Et en fait, je me rends compte qu'ils réinterrogent toutes les notions qu'on croyait, nous, plus ancrées. Donc, notamment, le travail et l'amour. Je crois que c'est principalement le travail, l'amour et peut-être la santé. C'est vraiment les 3 points où il y a une volonté de faire autrement. Donc, la considération pour le travail n'est pas du tout la même. Moi, j'ai plein d'ados pour qui la question même de l'orientation, avec ce qu'elle a de figé, avec ce qu'elle a d'obligatoire, leur paraît totalement désuète. C'est-à-dire que c'est complètement OK, on s'intéresse à des trucs, OK, on va sans doute faire des études,
Mais ok, il va se passer plein de choses, en fait. Il n'y a pas du tout. Et puis, c'est important de voir sa famille, de voir ses amis. Et puis, peut-être que gagner de l'argent, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Donc, en fait, c'est tout un tas de questionnements. Et je crois que la crise, c'est aussi ce moment-là. C'est-à-dire, c'est ce moment où, selon les différentes sphères, parce on peut être en crise généralisée ou en crise dans des sphères particulières de sa vie, c'est observer qu'est-ce qui, tout d'un coup, ressort. Quel est ce point de tension qui ressort? Et quand je disais tout à l'heure, la crise, c'est le moment où on dit, bah non, là, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et ça ne peut plus fonctionner comme ça, quoi? Est-ce que c'est mes horaires de travail qui me laissent pas le temps de ceci, cela? Est-ce que c'est le fonctionnement de mon couple? Peu importe, mais tout d'un coup, la crise est cet immense révélateur. C'est toujours l'image qui est un peu caricaturale, mais de la vague, qu'est-ce qu'elle laisse sur la plage, en fait, et qu'est-ce qu'on trouve dans le sable. Et alors, les personnes qui écoutent, elles vont forcément se poser une question assez cruciale qui est comment je reconnais une crise? Bon, je pense qu'on peut tous la reconnaître, mais comment je la transforme en fait? Parce qu'en fait, la question, après, c'est aussi des questions de caractère, mais une crise, ça peut être une opportunité, comme ça peut être, tu vois, la fin de tout, entre guillemets. Comment je le transforme en une opportunité? En fait, je crois que il y a une image que j'aime beaucoup et que je vais te raconter de Descartes qui parle d'un voyageur qui est perdu dans la forêt. Et déjà, j'aime beaucoup quand on parle de forêt et de voyageurs perdus dans la forêt. Et il est perdu dans la forêt et en fait, Descartes identifie assez bien 2 temps. Quand on pense à Descartes, on pense souvent au doute, alors qu'en fait, il y a plusieurs temps. D'abord, il y a ce moment où on est complètement paumé. Et je crois qu'il faut se laisser ce temps de la perte. Ce temps de dire c'est douloureux, c'est difficile, et d'observer, comme je le disais, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je vois, pourquoi, est-ce que j'ai raison de douter, est-ce que c'est juste une crise passagère, est-ce que c'est plus profond, d'où est-ce qu'elle vient. Donc ce temps vraiment d'introspection profonde, qui est à la fois commune d'ailleurs à la psychologie, à la psychanalyse, à la philosophie, peu importe le fil qu'on va tirer, mais ce moment où on regarde. Mais ensuite, Descartes nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit le problème du voyageur perdu dans la forêt, c'est qu'il doute, il regarde autour de lui, est-ce que ce chemin broussailleux est pas mal, est-ce que c'est l'autre? Et puis au bout d'un moment, il faut en choisir un. Et en fait, comment on fait de la crise une opportunité? C'est aussi, après ce moment d'introspection, en mettant en place des actions. Et ça veut pas dire, et c'est là où je crois qu'il faut être vigilant, ça veut pas dire que les actions vont être parfaites. Ça veut pas dire que les actions vont pas conduire à une seconde crise. Mais qu'en fait, la meilleure chose pour sortir de la crise et pour en tirer l'opportunité, c'est OK, qu'est-ce que je peux mettre en place dans un premier temps? Comment je peux être ce voyageur qui tout d'un coup va se dire peut-être que ce chemin va être un peu galère, mais si je reste au point mort, c'est sûr que dans tous les cas, je vais pas sortir. Ça, c'est sûr. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a plusieurs éléments par rapport à la société moderne. C'est que le premier, on ne prend pas le temps, on ne prend plus le temps, on n'aime pas prendre le temps. Donc, en général, en tout cas, enfin bon, après, on pourrait parler de ce qu'est le temps et est-ce que c'est le temps qui nous traverse ou nous qui traversons le temps. C'est un bon sujet. C'est un autre sujet. Mais donc, on va rester assez terre à terre sur prendre le temps. On est dans une société, tu vois, hyper performative, donc on n'aime pas prendre ce temps, tu vois, quand t'as une rupture amoureuse ou quand on dit non mais il faut réagir, il faut faire un truc, il faut bouger, qui est une tentation évidemment, tu vois, peut-être un instinct de survie, et puis aussi une pression sociétale. Et puis effectivement, de l'autre côté, il y a la peur, j'ai l'impression de rester sur place en fait, tu vois, de dire finalement je me complais dans ce système de rien faire et puis ça ne bouge pas quoi, c'est mou et je sais tellement plus dans quel sens aller que finalement je fais le tour, je regarde les différentes portes et puis j'en ouvre aucune. Mais tu sais, en fait, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est toujours le phénomène qu'on s'habitue à tout, aussi bien à une situation dysfonctionnelle. Donc, en fait, on peut voir émerger des choses et souvent, la crise est suscitée par... il y a un point d'impact, il y a un événement particulier qui nous fait rentrer dans cet état de crise. Alors, ça peut être physique ou moral, peu importe, mais... Et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on s'habitue à ce moment de crise. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'habitue à ce que tout soit tangent autour de nous. Et le problème, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de Descartes de double temps. À la fois ne pas céder à l'immédiateté,
Donc, le vouloir résoudre, ça c'est aussi une obsession, mais qui va avec l'idée d'immédiateté. Avec, je tape, j'ai envie d'avoir ma réponse, je tape dans Google, Google me la donne, c'est formidable. Et c'est que la vie pourrait être comme ça. Donc, il y a la première tentation qui est l'immédiateté et vouloir tout de suite mettre en place un autre système, alors qu'en fait, on n'en est pas du tout capable. Et c'est intéressant d'ailleurs corporellement, parce que souvent quand tu passes, je sais pas, d'un régime alimentaire et que tout d'un coup, t'en fais un autre complet, bah souvent ton corps est bouleversé. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois se laisser le temps de voilà, peu à peu, du petit pas après petit pas. Mais l'autre tentation de dire bah finalement être en crise perpétuelle, c'est génial, on l'a aussi. Et c'est pour ça que Descartes nous dit bah non, une action. Et ça, Descartes le dit pas, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Et peut-être plutôt la micro-action. Pas ce truc grandiose. Ça, j'en parle souvent quand je parle du sens. On a un peu envie de se réveiller un matin et de dire « Ok, j'ai eu un déclic et ça y est, je vais tout changer. » Mais en fait, c'est hyper dur parce que bien sûr que tout change pas et c'est frustrant parce qu'on se dit « Ah, mais comment ça se fait que je galère encore sur tel ou tel sujet ?» Mais non, plutôt que des méta-récits, plutôt que des récits grandioses, des micro-actions. Et je pense que peu à peu, c'est ça qui nous permet à la fois d'infuser et de tirer parti de cette crise et en même temps de s'en sortir et d'aller vers l'élaboration en fait d'une autre construction. C'est marrant que tu dises ça parce que quand on me questionne sur mon bouquin, on me demande souvent mais quel a été votre déclic? Je dis genre en fait, il n'y a pas vraiment eu, il n'y a pas eu un déclic à un moment donné où je me suis réveillé et puis d'un coup, j'ai vu la Vierge et ça s'est passé quoi, tu vois. Et non, en fait, c'est plein de petits pas qui font que d'un coup, je me suis dit mais en fait là c'est dysfonctionnel. Mon métier, il est dysfonctionnel, la manière dont je vis est dysfonctionnelle et encore et bon, et c'est toujours le cas en fait. Pour être tout à fait sincère, c'est pas du tout résolu. Mais c'est intéressant je pense que ça permet aussi aux personnes qui écoutent, à moi-même aussi, de soulager, tu vois, de dire ça va en fait. Peut-être. Je sais pas comment. Je sais pas si les philosophes ils donnent des réponses sur après comment tu gères ces petits pas et comment tu comment tu gères ce chemin en fait, tout simplement. En fait, tu sais, ça me fait aussi penser à dans les apprentissages. C'est juste que j'y pense parce que évidemment c'est mon prisme et c'est mon métier. Souvent, on nous apprend à résoudre un exercice, à aller d'un point A à un point B. En fait, tout notre système scolaire est basé sur ça, la résolution. Sauf que tout d'un coup, effectivement, la philo et les philosophes nous expliquent en fait, en fait, moyen. La résolution, il n'y en a pas. En fait, on est juste confronté au compliqué. Alors ensuite, il y a la question, et je crois que c'est pour ça que tu la soulevais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des philosophes, peut-être, il faudra que je questionne, qui passent du petit pas au petit pas. Mais en tout cas, il y a des philosophes qui parlent plutôt de la cadence et d'apprendre à trouver notre rythme. C'est notamment un philosophe qui est assez connu sur ces pages-là, c'est le cas de Montaigne, qui dit, mais en fait, ce qui est important, c'est de vivre à propos. Et le vivre à propos, c'est vivre à son rythme. Et ne pas vouloir justement ni aller trop lentement ou trop vite, mais vivre au temps qui nous semble juste. Et ce petit pas, en fait, il est toujours subjectif. Parce que, évidemment, quand tu es un peu hyperactif et quand tu fais plein de trucs, le petit pas, il va sembler immense pour certains. Et pour d'autres, juste prendre ne serait-ce que 10 minutes pour eux chaque jour, ce sera déjà incroyable. Donc, il y a ce vivre à propos de Montaigne qui nous rappelle que tout l'enjeu, en fait, est de trouver notre cadence. Et notre cadence, c'est pas uniquement la cadence de pensée, c'est aussi notre cadence d'action. Et ne pas culpabiliser parce qu'on a l'impression, et ça c'est très juste quand tu dis, mais enfin, on a l'impression à distance que certaines personnes font des trucs incroyables. L'autre jour, j'ai une ado dans ma classe qui me dit, mais moi, non mais quand je vois les actions humanitaires, je me dis, mais en fait ça sert à rien que je jette mes déchets, etc. Bon, toi tu dois entendre des histoires comme ça tout le temps. Et en fait, bien sûr que non. Ne nous laissons pas écraser justement par ces méta-récits de transformation. La micro-action et le vivre à propos, il est vraiment d'en trouver, nous, notre écosystème qui nous permet d'avancer et d'avoir surtout la sensation, pas tant de progrès, mais la sensation qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est juste ça l'enjeu. C'est que cette crise, on la regarde pas juste en la subissant et en étant morne et plat, mais juste qu'on observe, on écoute les secousses et que les secousses, elles nous mènent ailleurs. Mais en fait le truc, c'est que j'ai la sensation que quand tu es dans cette démarche d'écouter, tu peux aussi vraiment être dans cette contemplation.
Moi, je pense que la contemplation, elle est essentielle en fait. Mais ça semble être, dans un monde qui bouge comme assez vite, une forme d'inactivité, tu vois. Il y a quand même ce truc de... bah là, je contemple, c'est super. Mais bon, concrètement, il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est plutôt penser sa vie, vivre sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable d'aller-retour. C'est ça le mouvement, d'ailleurs. D'aller-retour entre sa pensée, action, et un va-et-vient qui s'ajuste en permanence. Mais la seule chose, c'est d'arriver aussi dans le moment où on est juste en pensée et pas forcément en action, de dire bah non en fait. Et le problème, c'est une transformation globale. Parce que si on arrêtait aussi de dire aux gens mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, ou alors qu'on s'octroyait l'autorisation de dire bah, en ce moment vraiment je galère. Vraiment, Vraiment, c'est je sais pas. Alors j'essaye des trucs. Vraiment c'est moyen, ça fonctionne pas. En fait, c'est aussi, et c'est pour ça que je parlais de l'école, parce que je pense que ça passe quand même beaucoup par là. Mais j'ai bon espoir que la génération à venir nous apprenne de toute façon à faire autrement, de juste être capable de dire, bah là, je fais des tentatives, en fait. Et en fait, justement, d'ailleurs, tu parles d'école. Toi, tu as ce compte Instagram. On va en parler aussi, parce que ça m'intéresse. Mais un enfant, il a par essence une âme d'enfant. Et donc, il a une manière de gérer les crises qui est totalement différente de celle des adultes. Qu'est-ce que peut-être les adultes ont à apprendre, là je parle plus à la prof, mais des enfants, sur la gestion de la crise, justement? En fait, ce que je trouve assez incroyable, et surtout les enfants, quand tu les observes et quand tu les observes seuls, c'est-à-dire pas en présence forcément des parents ou d'adultes extérieurs, en fait, c'est qu'ils ont une capacité à être pas du tout atteint quand quelque chose ne fonctionne pas. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, mais il y a pas mal d'études, et quand tu le vois dans les ambiances, c'est assez saisissant, ils sont en train de faire quelque chose, ils sont en train de faire une activité, un plateau, et puis moi je travaille dans la pédagogie Montessori, donc il y a beaucoup de manipulation. Bon, bah un truc fonctionne pas, ils s'arrêtent 3 secondes, et en fait ils essayent un autre chemin. Et en fait, c'est ça qu'ils ont à nous apprendre, c'est-à-dire tout n'est que, en fait, que tentative. Et quels que soient les domaines, quelle est la question, ça ne me renvoie, en tout cas quand je les regarde, c'est en fait là où ils ont raison, c'est mais quel est le risque? Bah il y en a pas. Alors il y a des risques qui peuvent être des risques financiers plus ou moins importants, mais en fait ils sont toujours un peu moins importants qu'on le pense. Il y a des risques émotionnels, mais pareil, c'est juste arriver à naviguer dans l'amplitude. Et les enfants nous renvoient vraiment à cette amplitude de je peux tout d'un coup, et on l'a tous vu, je peux tout d'un coup me mettre à pleurer. Et en fait, 3 secondes plus tard, elle est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ça va. En fait, ça va. Et en fait, là, tu me parlais tout à l'heure, tu me demandais quel philosophe. Et en fait, il y a un philosophe tchèque que j'aime beaucoup qui s'appelle Jan Patočka, qui dit, mais en fait, il faut être capable de vivre des très hauts et des très bas. Et en fait, il faut avoir des rêves amples pour avoir une vie ample. Et ne pas penser que le haut, le bas, mais penser le côté, le milieu, à gauche, à droite, et prendre possession de tout cet espace. Et les enfants, c'est vraiment ça. C'est qu'ils sont capables de traverser des pics émotionnels vertigineux et en fait, de continuer à avancer. Et en même temps, c'est vrai que il y a... comment elle s'appelle? Je me souviens plus son prénom, de finesse. Son prénom, c'est... je sais plus, qui parle de l'injonction au bonheur. Tu sais, qui a écrit un bouquin sur ce sujet. J'ai plus son prénom. J'ai plus son prénom non plus, mais je vois très bien. Je crois que c'est Julia. Je suis plus très sûr. Et on a tendance à vouloir que le haut de ce pic, en fait. Tu vois, on ne s'intéresse pas vraiment au bas. Et elle, c'est un peu... Enfin, j'ai pas lu son bouquin en même temps, donc... mais c'est un peu ce critique, quelque part. C'est de se dire... c'est pénible d'avoir cette injonction au bonheur permanente. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'en fait, on est en permanence et tu le vois partout, dans la presse, dans les livres, le bonheur, happiness, soyez heureux, soyez happy, soyez content. Pourquoi Spinoza est sans doute un des philosophes dont on parle le plus en étant en figure incarnée de la joie. Mais en fait, on se prive de toutes les autres gammes. Et les autres gammes sont pas uniquement, d'ailleurs, le « je vais hyper mal ». Et c'est ça qui m'intéresse quand je dis Patočka ou quand je parle des enfants. C'est que c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas soit je vais hyper mal, soit je vais hyper bien et je suis super content. Bah non, il y a plein de catégorisations. Et je crois que l'idée, et c'est pour ça que j'aime ce terme de l'amplitude, c'est aussi de prendre possession de tout l'espace qu'est notre existence.
et on va en traverser plein. Et le problème de l'injonction au bonheur, c'est que non seulement elle te culpabilise et elle te renvoie à nos propres errances et à nos propres apories, mais surtout, elle pose une autre question, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est Kant qui dit, c'est un idéal de l'imagination, le bonheur. Si on le met en tant que visée ultime, bien sûr qu'on aura toujours ce sentiment d'insatisfaction et de vouloir se remplir. Alors que quand tu prends d'autres penseurs, comme par exemple, je sais pas, les épicuriens, qui disent, le bonheur, finalement, c'est la paix du corps, la paix de l'esprit. Bon, c'est pas mal non plus d'essayer d'avoir cette perspective-là. Juste, je suis en paix et je suis en paix dans mon corps et dans mon esprit. Même quand vraiment, là, je me dis, un peu ras-le-bol, là. C'est marrant quand tu parles d'épicure, parce que souvent, quand on dit c'est un bon épicurien, tu vois, on voit quelqu'un qui boit, qui mange, qui est dans l'excès. Et l'image que tu en donnes, c'est pas celle-là. Mais je crois que c'est un peu, il y a eu des raccourcis qui ont été faits sur les épicuriens. Oui, il y a eu beaucoup de raccourcis parce qu'effectivement, on imagine que c'est la grosse déglingue et que c'est le prétexte d'être hyper jouisseur. Alors qu'en fait, quand tu lis Épicure, justement, c'est plutôt tout l'inverse. Et c'est vraiment, pour lui, le bonheur égale, il dit les deux mots, aponie et ataraxie. Donc, paix du corps, paix de l'esprit. Mais en fait, justement, il apprendrait plutôt à, non pas se contenter, mais en tout cas à dire, il faut apprendre à gérer, à avoir quotidiennement, en fait, ne pas aller toujours chercher de l'excès. Parce que souvent, le jour où, par exemple, si t'es habitué à manger un filet de turbo tous les jours et que qu'un jour, tu n'as qu'un morceau de pain, tu vas être trop dégoûté. Alors que si tu manges du pain tous les jours, en fait, t'es complètement ravi. Donc, et tu vas plus t'habituer. Et surtout, Épicure nous rappelle quelque chose de formidable, et c'est en ça que c'est pas du tout quelque chose d'excessif ou tourné vers l'extérieur. C'est de dire, mais en fait, l'alignement, tu l'as, et tu l'as en permanence. En fait, t'as juste à aller le chercher en toi. Paix du corps, paix de l'esprit. Comment faire en sorte, en fait, de supprimer toutes les peurs extérieures, la peur de la fatalité, la peur de la mort. Et en fait, il élimine toutes nos grandes peurs. Donc la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de pas être heureux. Il les élimine en disant, mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles, de toute façon, on peut rien faire. La mort, en fait, on est mort. Donc, ça sert à quoi de craindre un truc où, en fait, on sera pas là? Donc, il élimine peu à peu en disant, mais on l'a déjà, ce bonheur-là. Et en fait, quiconque l'a. Alors, encore une fois, parfois, c'est difficile. Il faudrait peut-être méditer tous les jours sur être épicurien. Parce que, par exemple, la peur de la souffrance, quand il dit, la souffrance, ça finit par passer. Bon. Merci Épicure. C'est sympa, mais là, sur le coup, j'aurais peut-être besoin d'autre chose. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, au-delà de, effectivement, c'est pas toujours évident, et j'ai beau l'avoir beaucoup lu, je trouve ça dur, c'est l'idée que, en fait, on peut aller chercher les ressources en nous-mêmes, et on peut oser, justement, aller juste se dire, non, on n'a pas besoin de très grand bonheur ou de très grand malheur, mais on a juste à être là. En fait, c'est intéressant que tu parles de ce terme d'alignement. Moi, j'ai l'impression que l'alignement, c'est une sorte d'objectif qui est jamais vraiment atteint. Et en fait, l'alignement, c'est souvent, tu vois, pour revenir sur ce sujet de la crise, un moment où tu te sens complètement désaligné, justement. Et je crois que la société t'entraîne aussi à beaucoup de désalignement parce que tu poursuis des objectifs qui sont pas les tiens, en fait, parce que injonction sociale, parce que, il y a plein de raisons pour lesquelles tu vas poursuivre des objectifs qui sont, en fait, pas les tiens profonds. Et ce que tu dis, toi, c'est que, ou en tout cas, Épicure, que fondamentalement, on est tout le temps aligné. C'est intéressant, ça. En fait, j'aime beaucoup. Tu sais, en fait, je trouve que on l'a pris pour synonyme, en tout cas, le terme alignement, et en fait, ça devient une espèce de néo-perfection. Ouais. Être aligné, c'est genre tout est nickel dans ma vie. Je suis complètement raccord avec mes convictions, complètement. Alors qu'en fait, et là, je vais prendre une autre image qu'Épicure, mais je vais te répondre sur ça. C'est, je sais pas, quand tu fais même un équilibre au yoga. Et en fait, c'est toujours un peu galère, parce que tu vois, t'as toujours des gens qui arrivent à être absolument impec, et puis t'en as d'autres, c'est l'alignement en bougeant un peu, en tremblotant un peu, parce que t'as quand même le muscle qui se contracte. Oh merde, t'as pensé à autre chose, donc du coup, tu perds un peu ton axe. Et en fait, l'alignement, c'est aussi toutes ces micro-tremblements. Et je crois que c'est ça. On peut aussi être aligné dans ses crises et dans sa crise et dans ces différents systèmes qu'on élabore en étant en permanence, en fait, dans un micro-ajustement. Et l'alignement, c'est pas autre chose que d'être en paix avec ça. Et là, on revient aussi, effectivement, à ce que je disais sur Épicure. C'est juste être, en cohérence avec ce qu'on est et avec ce qu'on a autour de soi. Et la cohérence, ça veut pas dire que tout est nickel, ça veut juste dire, là, je suis capable
d'être posé. C'est bien parce que c'est très déculpabilisant, en fait. Non, mais c'est important parce que souvent, je crois qu'on se juge de manière très dure. En fait, on n'est pas très bienveillant avec soi-même. Donc, il y a une question que je me posais par rapport à ton compte Instagram, tu vois, qui commence à prendre quand même de l'ampleur. C'est quoi la réaction des personnes? Enfin, pourquoi peut-être tu l'as mis en place? Et quelle est la réaction des gens en particulier? Où est-ce que tu vois, en fait, ce qui est intéressant, je crois que tu dois sentir la crise sous-jacente des personnes qui commentent ou qui t'envoient des messages, j'imagine, en privé. En fait, c'est assez... Honnêtement, c'est hyper émouvant parce que moi, j'ai pas du tout lancé ce compte Instagram en tant que projet. En fait, ça fait 17 ans que je fais de la philo. Il s'avère que je suis particulièrement lève-tôt et que souvent le matin, j'ai un peu une idée qui surgit. Mais une idée qui vient souvent d'ailleurs de conversations de la veille ou de ce qu'on a traversé. Et moi, l'idée, c'était simplement de le soumettre en tant qu'hypothèse, en tant que dire, bon, voilà, là, c'est un petit état des lieux et de le tendre et genre, faites-en ce que vous voulez, quoi. Et en fait, peu à peu, effectivement, et surtout en particulier cette année qui a été douloureuse pour beaucoup, Qu'il est toujours. Je crois. Ouais, je suis tellement optimiste, tu vois, que j'ai un petit peu envie, je fais de la projection, en tout cas qui est particulièrement dure. Et bien de plus en plus de gens qui recherchaient ce qu'on évoquait juste avant, c'est être déculpabilisé en fait. De dire, oui, et je crois que la philo est intéressante de ce point de vue-là, contrairement à peut-être d'autres approches, c'est que comme il n'y a pas de processus de résolution, il n'y a pas une méthode non plus clé, genre fais ci, fais ça, lève-toi à telle heure, pratique telle ou telle chose, non, c'est juste... observe les secousses, regarde, va mettre les mains dans le cambouis là où c'est pas très très agréable. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui se disent ouais, en fait, ce que j'ai envie d'entendre, c'est ça va aller. En fait, c'est une recherche profonde de réconfort. Parce que je crois que, bien sûr que là, on discute, toi et moi, des vertus de la crise et de l'importance. Et c'est pas du tout faux. C'est-à-dire, j'en suis convaincue qu'il émerge des choses. Mais au moment où tu la vis, au moment où tu te réveilles le matin et tu te dis... J'ai vraiment pas envie, j'ai pas dormi, j'ai vraiment pas envie d'aller au boulot. C'est quand même super dur avec mon mec, ma copine, mes enfants, je sais pas comment payer mon loyer. À ce moment-là, en fait, t'as juste besoin aussi qu'on te dise, ce moment aussi passera et ça va aller. Et je crois que la philo a quelque chose de l'ordre, non pas juste de la consolation, mais pas de la consolation qui nie la gravité, en fait. C'est là où c'est intéressant. C'est que la philo ne nie pas la gravité puisqu'elle propose d'aller la regarder et d'aller la questionner. Mais elle permet, en fait, d'être une sorte de baume qui dit, finalement, on n'a rien d'autre que nos pensées et c'est nos pensées qui vont nous permettre, en fait, de regarder la situation autrement et aussi de nous en sortir. Et de ce point de vue-là, c'est hyper consolateur et assez réconfortant. Alors c'est marrant que tu utilises cette phrase, parce que moi je l'ai tatoué sur le bras, ce moment aussi passera, donc tu vois, c'est... voilà, tu vois. C'est précisément ça. Comment on fait pour bien observer? Parce que, il y a quand même cette question, j'imagine. Comment je fais pour bien observer, pour bien tirer parti de la crise? En fait, on l'évoquait un peu, mais je voudrais vraiment insister sur ce point-là. C'est en fait, on prend le temps. Et même si c'est 5 minutes sous ta douche, et même si c'est, en t'isolant dans une pièce, et même si c'est 3 fois rien, en fait, c'est en ça qu'il y a quelque chose de presque méditatif, sauf que c'est pas forcément en se mettant sur un coussin et en se posant. C'est juste, tu sais, prendre... Alors, il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont juste rester là, il y a des gens qui vont aller boire un café, mais c'est effectivement quitter quelques instants le bruit du monde, en fait. C'est juste se dire, mais là, et c'est pour ça que je propose souvent, effectivement, alors moi, c'est peut-être parce que c'est mon support, l'écriture, mais il y a peut-être 1000 manières de le faire, mais de juste poser des mots et d'essayer de verbaliser, parce que souvent, on est toujours en colère pour autre chose que notre vraie source de colère, on est toujours en train de se convaincre qu'on a toujours réagi de telle ou telle façon, alors qu'en fait, pas du tout. Et si on prend pas le temps de faire, j'arrête pas d'employer cette expression, et moi-même, je m'auto-soule, mais du pas de côté, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est pas autre chose que ça. C'est juste faire un pas de côté et se dire, attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et ça, pragmatiquement, voilà, ça peut être, je suis bien, je veux dire, c'est pas du tout naïf, je sais bien à quel point nos journées sont remplies, à quel point nos agendas sont juste dingues. Mais en fait, on a tous 5 minutes dans une journée pour se dire, oula,
où est-ce que j'en suis moi. Et bien sûr que le reste peut attendre. Et je crois que la meilleure manière de tirer parti de la crise, c'est déjà de s'offrir ça. Et de se le permettre, en fait, sans culpabilité, sans qu'on imagine que le reste va pas tourner parce qu'on n'a pas fait notre lessive ou parce qu'on n'a pas répondu à ce mail. En fait, non, on s'en fout parce que c'est plus grave encore. En fait, on s'expose à quelque chose de plus grave encore si on se prend pas ce temps de juste de se dire, attends, et moi là, ce que je ressens, est-ce que c'est une projection, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est juste de l'émotion et je la laisse passer, ou est-ce que non, là c'est quelque chose de plus important. Donc pas besoin de rentrer du Vipassana, pas besoin de partir aux Seychelles pour prendre ce recul. Par contre, moi c'est marrant parce que j'observe quand même des gens, alors c'est peut-être un jugement de ma part pour le coup, qui vont avoir besoin, t'as l'impression qu'ils prennent beaucoup de temps en fait, de manière très régulière et qu'en même temps ils résolvent pas cette crise. Alors est-ce que ça veut dire que la crise elle est encore plus profonde et que du coup faut vraiment aller creuser, chercher ou est-ce que c'est justement, à un moment donné, ils n'ouvrent pas les portes? Comment tu le vois, en fait, toi? Mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur ce moment-là, prendre ce temps-là, et c'est super important, et quelle que soit l'approche. Et d'ailleurs, je dis 5 minutes sous la douche, mais après, on peut aussi aller voir un thérapeute 3 heures par semaine, et il n'y a pas de problème. C'est pas, tout dépend de ce qu'on peut se permettre. Mais c'est pour ça que j'insiste sur, et ensuite le mouvement. C'est-à-dire, et ensuite l'action. Parce que la pensée souligne, mais la pensée ne fait pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est là où c'est très différent. Et au bout d'un moment, il y a aussi parce que souvent, la crise, elle nous révèle des systèmes passés. Et donc, souvent, elle met en exergue le fait qu'on n'a pas eu la famille qu'on voudrait, on n'a pas eu les expériences passées qu'on voudrait. Et en fait, du coup, ce qui est compliqué dans ce genre d'approche, c'est que souvent, ça nous laisse un peu démunis. L'action, ça nous permet d'être dans la projection et d'être dans l'avant. Et d'accepter et de se dire, de toute façon, ça, je pourrais pas le changer, mais par contre, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'après ? Et aussi, et sans doute une des questions philosophiques qui me touche le plus, et ça, c'est Paul Ricoeur qui dit aussi, qui parle de l'identité narrative. Comment j'ai envie de me raconter ? Et je crois que quand on est vraiment, vraiment pas bien, en tout cas moi, quand j'étais vraiment pas bien, ça m'arrivait encore souvent d'ailleurs, je me dis souvent, comment j'ai envie de me raconter ? Est-ce que j'ai envie de me raconter comme quelqu'un, justement, qui est juste en train de ruminer des trucs pas cool qui sont arrivés ? Ou est-ce que j'ai envie de me raconter comme quelqu'un, du coup, je me suis mise à tel sport, j'ai fait tel projet, j'ai quitté telle ou telle personne. Et en fait, faire le récit de soi, et se projeter dans le récit de soi, c'est aussi un super tremplin, en fait. C'est comme un levier qui nous engage à cette action. Donc, encore une fois, penser, action, penser, action. Est-ce que c'est pas un ego trip de se raconter son histoire à soi? En fait, on est tous de toute façon dans des ego trips. Et en fait, la crise te ramène plus que jamais à l'ego trip. Parce qu'en fait, sinon, l'autre tendance serait de se dire, non mais en fait, de quoi tu te plains, tu vois? Parce que souvent, tu peux toujours relativiser. Donc, de toute façon, la crise nous rend souvent très, très, très égocentriques. Donc, le récit de soi, on le fait tous. Et parfois, le récit de soi, il peut être aussi, justement, je me rêve en personne plus altruiste. Et juste une dernière question, mais comment tu la vis, toi, cette crise plus globale qu'on est en train de traverser ? Enfin, pas toi individuellement, mais comment tu l'envisages ? En fait, ce qui m'interpelle juste, je la trouve passionnante, vraiment. C'est-à-dire, je trouve ça passionnant, ce qu'on vit, même si c'est hyper douloureux. Ce qui m'interpelle juste, c'est, j'espère qu'on saura, et là, je le dis vraiment collectivement, trouver des espaces de débat. En fait, quand je le disais, la crise, c'est un moment d'introspection. La crise individuelle, c'est cool parce que tu peux dialoguer avec toi-même, avec les plusieurs toi-même. Là, ce qui manque un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans des crispations et qu'en fait, le dialogue devient de plus en plus tendu, de plus en plus agressif. Alors même que justement, pour permettre une action sensée, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Et en fait, il faudrait déjà qu'on soit capable de discuter. Et là, je ne sais pas si en ce moment, on est capable de discuter, c'est-à-dire de créer les conditions posées d'un débat, de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de prendre 30 minutes et de dire « Ah toi, tu vois ça, moi, je vois plutôt ça. Et toi, tu penses à quoi de ça ?» Et en fait, l'éthique de la discussion donc devient de plus en plus tendue, en fait. Et moi, je suis pas du tout en train de dire « Ah là là, mon Dieu, c'est les réseaux sociaux. » Non, c'est juste nous, en fait. C'est nous au café, nous dans la rue. Et je crois que cette crise, elle sera
on en tirera profit et elle sera intéressante juste le jour où on apprendra à discuter avec peut-être un peu plus de douceur et un peu plus d'ouverture. Pas mal. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Alors, je voudrais quand même pas mal claquer la porte à 2020. Je veux comprendre. Je pense que vous n'êtes pas toute seule. Je pense que je vais créer une petite tendance. Mais sinon, par contre, je voudrais justement l'ouvrir à ça, juste un peu plus de douceur. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.